Et on est live. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes très contents de vous accueillir ce soir pour ce nouveau webinaire qui prend un nouveau format autour des Office Hours. Jusqu'à maintenant, on vous a habitué à des webinaires un peu plus généralistes avec quelques introductions des nouvelles features. Et puis, suite aux nombreuses demandes qu'on a reçues par mail et surtout sur le serveur Discord, on s'est dit qu'on va faire des sessions thématiques de temps à autre, et celle qui a été le plus demandée, c'est celle qu'on a pris ce soir autour de la gestion et la personnalisation des librairies et des frameworks. Ce soir, je suis avec Eric. Bonsoir à tous. Et on va essayer dans le cadre de la petite heure qu'on va avoir ensemble, de couvrir le maximum des capacités de personnalisation autour des frameworks. Donc, sans plus tarder, le plan il va être assez dense et surtout on a cherché à répondre aux différentes questions de personnalisation qui reviennent souvent, à commencer par les référentiels. Comment je peux mettre un référentiel combiné avec des mesures de référence type qui deviennent des recommandations dans Caesar Assistant. La question aussi de l'internationalisation qui revient souvent quand j'ai un framework en français, en anglais, en italien, je vais les combiner sans dupliquer les fichiers. Si je veux pousser un catalogue de menaces, personnaliser ma matrice et surtout comment je peux démarrer avec le mapping. Donc pour cela, on va prendre un peu de recul pour se mettre d'accord sur quelques définitions, à commencer par le référentiel. Donc souvent, ce qu'on va retrouver dans la littérature, un framework ou un référentiel est fondamentalement un ensemble d'exigences. Et ces exigences, on va les retrouver de manière structurée autour d'une section. Hop. Et on va commencer à regarder cette partie-là. Donc ces frameworks, on va les retrouver autour d'une section ou parfois des sous-sections. Et les sections vont avoir des exigences normalement, toute cette partie-là, elle va nous servir surtout à structurer mes exigences sous forme de chapitres ou une manière d'organiser justement ces exigences sous forme d'un bloc. Mais in fine, ce qui va m'intéresser dans la démarche de l'audit, c'est d'aller chercher l'état de conformité et de compliance par rapport à ces nœuds-là. Donc, le recommandement 1.1 par rapport à la section 1 ou le 2.2.1 par rapport à cette section, de cette section. À la fin, on va se retrouver avec une structure qui est plutôt un arbre, et cet arbre-là, fondamentalement, il va avoir deux types de nœuds. Des nœuds qui vont me servir surtout à structurer mon document, ou mon standard, ou mon référentiel, et des nœuds dont je vais aller chercher l'état de conformité. Si on regarde un petit peu cet arbre-là d'une autre manière, et c'est ce que vous allez retrouver souvent dans la littérature, souvent les documents sont publiés parfois sous la forme d'un Excel déjà un peu organisé, sinon c'est un PDF avec l'ensemble des exigences. Et puis vous allez avoir des chapitres, et ces chapitres, ils vont dans lesquels on va retrouver justement l'ensemble des exigences. Parfois, il y a un vocabulaire qui est clair. Je suis en train de penser par exemple au RFC, où il y a le vocabulaire avec les shall, should, must, mais parfois les phrases ne sont pas si claires que ça, et il faut prendre un peu le temps d'aller identifier quelle est finalement l'exigence à laquelle je vais m'intéresser et dont je vais aller chercher la conformité. Donc, par rapport à ces éléments, nous, on s'est approché d'un schéma relativement générique de Caesar Assistant, qui est le suivant, qu'on est en train de montrer ici. Et cet arbre-là va devenir la base de nos référentiels par la suite. Et dans ce sens-là, je vais passer sur l'autre vue. Hop. Et dans laquelle, fondamentalement, par rapport à ces différents points, on va chercher à respecter cet arbre-là en reprenant la section 1, puis le requirement 1.1, 1.2, de manière vraiment très séquentielle. Et donc, la première information à garder en tête, quand vous allez commencer à préparer votre framework, l'ordre, il va être important. Et surtout, ce qui va être encore plus important, c'est la convention que vous allez définir par rapport à la structure du framework ou la checklist et la convention que vous allez donner par rapport aux références ID, c'est-à-dire les identifiants qui vont vous permettre de les retrouver par la suite. Et donc, si pour ceux d'entre vous qui ont déjà
joue avec les templates disponibles sur le repo, vous avez sans doute remarqué qu'il y a certains champs, certaines colonnes dans le fichier Excel de référence qui reviennent souvent, à commencer par le référence ID. Le référence ID, comme le nom l'indique, c'est un identifiant unique par rapport à l'exigence et qui va nous permettre de la retrouver facilement dans un assessment, dans un audit, mais aussi demain, si vous faites une projection avec la fonction de mapping, vous allez retrouver la même. Donc, c'est là où il faut prendre le temps de définir une convention si elle ne vient pas déjà avec vos standards. Et puis, la deuxième information, c'est le depth ou la profondeur. Et je pense que vous l'avez déjà deviné, la profondeur par rapport à cet arbre-là. Donc, si je suis sur cet exemple-là, la section 1, c'est le niveau 1. Cette exigence 1.1, c'est le niveau 2. Mais on peut aussi avoir des niveaux un peu hétérogènes. Par exemple, là, on est au niveau 2, niveau 1, puis niveau 2, et c'est là le niveau 3. Donc, ce qui va être intéressant, c'est quand vous allez les translater ensuite sur le fichier Excel, c'est tout simplement essayer de reproduire l'arbre. Faites 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 3, ainsi de suite. L'information qui va nous intéresser ensuite, c'est est-ce que c'est accessible dans le sens anglais du terme, où on va s'intéresser à savoir si cette exigence va avoir une valeur pour notre conformité ou c'est plutôt un nœud de l'arbre qui va nous permettre surtout d'organiser les différentes exigences. Si je reprends l'exemple qu'on est en train de voir là, naturellement, les titres des chapitres ou des sous-sections, ils ont plus un rôle d'organisation, là où ces exigences REC 1.1 sont finalement les éléments qui vont intéresser l'auditeur ou l'analyste. Donc ça, c'est accessible, celui-là ne l'est pas. De la même manière que la sous-section 2.1 n'est pas accessible, alors que le 2.1.1.1 l'est. Et puis, la dernière information indispensable, c'est on a besoin naturellement soit d'un nom, soit d'une description, ce qui va nous permettre par la suite, une fois qu'on est en train d'afficher sur Caesar Assistant, où on est en train de générer un audit, etc., c'est de retrouver des informations faciles pour repérer le critère en question. Donc avec ça, on a un peu le cœur du réacteur, et ces éléments-là, en fait, constituent la partie minimale dont on a besoin pour construire un référentiel. On vient ensuite aux annotations. Les annotations, c'est tout simplement un enrichissement des critères, dans le sens où ils vont nous permettre de donner des instructions supplémentaires à l'analyste ou à l'auditeur pour contextualiser le critère en question, et parfois on peut même indiquer une URL pour aller retrouver une documentation, une fiche d'instruction sur un système externe. Et c'est vachement pratique, notamment pour éviter de trop réinterpréter et se poser des questions quand on est en train d'accompagner une équipe pendant la phase d'audit, c'est d'avoir tout le contenu in situ pour être, pour avoir l'information qui va me permettre justement de l'interpréter juste à côté. On arrive ensuite sur deux autres informations intéressantes qui sont les scores et les implementation groups. Et pour cela, le score, vous pouvez le considérer comme une autre dimension qui va nous intéresser en plus de l'état de conformité, qui est l'information classique dans un audit. On regarde un ensemble de critères, on dit on est conforme, on est partiellement conforme, on n'est pas conforme, ou ceci n'est pas applicable. Le score, ça va être une autre dimension qui va vous donner une gradation. Parfois, c'est sur des échelles relativement inspirées de la CMMI, de 1 à 5, et parfois c'est un peu personnalisé par rapport à l'éditeur du standard. Des échelles qu'on retrouve un peu dans l'industrie, c'est 0 à 4, 0 à 5, 1 à 4, ainsi de suite. En tout état de cause, ce qui est intéressant, c'est que dans Caesar Assistant, vous pouvez personnaliser. La seule condition, c'est que le score, forcément, c'est un entier dans l'application, ce qui nous permettra de faire un ensemble de calculs et de rendus sympathiques. Mais ces entiers, vous pouvez les mapper avec des labels et des descriptions en face. Et on arrive à une addition qu'on avait fait un petit peu avant l'été, autour des implementation groups, suite à de nombreuses demandes, justement, de pouvoir regrouper des critères. Et la première implementation group à laquelle on pensait, c'est celle qui est inspirée par le CIS, d'où le fait qu'on a réutilisé la même terminologie. Et ça, c'est une approche classique qu'on retrouve dans pas mal de standards où, par exemple, on va avoir une centaine de critères
Ça peut être un peu impressionnant d'attaquer 100 critères du premier coup. On va se dire, on va faire des sous-groupes, et les groupes sont organisés de manière incrémentale, c'est-à-dire que le premier groupe va avoir, par exemple, je dis n'importe quoi, mais une vingtaine de critères. Le deuxième groupe, il inclut le premier, il rajoute peut-être une trentaine, et puis le troisième, il inclut le deuxième, et donc naturellement, il inclut le premier, et il va contenir un peu l'ensemble des critères. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve classiquement dans la littérature, mais il existe aussi un autre setup où je pense à celui de l'autorité allemande, dont le nom ne me revient pas, mais ils l'ont organisé de cette manière-là, où on va retrouver des Bloomberg Group par section et qui sont complètement décorrélés. Ce qui est chouette avec la manière qu'on l'a implémenté, c'est que vous pouvez faire des combinatoires comme vous le souhaitez, qui sont dissociés ou pas, dans le sens où une fois que vous avez commencé la saisie des différents critères, vous allez avoir une colonne pour l'implementation group et vous faites la combinatoire que vous voulez. Tout cela, on va le voir ensemble dans quelques instants. Bien ensuite, les additions depuis la rentrée. Il y avait la référence contrôle, bien entendu, qui vous permettent d'avoir des suggestions de contrôle, ou plutôt de mesures de référence, contextualisées à vos critères. Comme ça, dès que vous voulez implémenter quelque chose, vous ne réinventez pas la roue. Vous allez avoir un peu la mesure type pour cocher ce critère, et sur laquelle on a rajouté la possibilité d'avoir des sous-questions qui permettent, entre autres, de répondre aux besoins pour la gestion des tiers, le module TPRM pour ceux qui n'ont pas encore l'occasion de l'expérimenter, mais pas que. On connaît aussi d'autres standards comme le CMMC pour la DoD américaine, où pour chacun des critères, on peut avoir un ensemble de sous-questions, et sur les sous-questions, on pouvait être suffisamment fin, aller chercher une réponse de type texte, ou même une réponse de type oui, non, not applicable, donc, ou définir votre propre questionnaire avec le format que vous souhaitez. Donc ça, c'est un peu l'ensemble des objets, on va dire, de base, et on va chercher à illustrer tout ce qu'on vient de se dire avec un exemple live. Je regarde juste si on a déjà des premières questions. Tac. Top, ok. Donc, par rapport à ce qu'on vient de se dire, on va chercher à contextualiser. Et la première chose que je vais vous partager, c'est où est-ce que vous allez trouver l'ensemble des informations dont on va parler ce soir. Donc, dans le repo, vous allez avoir ce dossier Tools qui est juste là. Et dans le Tools, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver un ensemble de fichiers Excel organisé par fournisseur ou par éditeur, différentes autorités avec qui on a travaillé directement ou grâce à la communauté qui est super active pour contribuer de plus en plus. Ce qui va être intéressant, c'est regarder, avant de commencer, quelques exemples. Les plus intéressants, c'est ceux qu'on va découvrir ce soir. Par exemple, le CCB, sur lequel on est très active. Hop. Et le CCB, c'est le fameux framework Siphon au Cyber Fundamental de nos amis belges, qui est organisé, qui est inspiré d'ailleurs du NIST-CSF, mais qui est organisé de cette manière-là. On va revoir de nouveau les différentes colonnes qu'on a citées tout à l'heure, Assistable, Depth, Implementation Group, etc. Et commençons à les voir un par un. Typiquement, le Identify que vous retrouvez ici, c'est le premier niveau. Puis dedans, je vais me déclarer une catégorie, et dans cette catégorie, je vais me déclarer une fonction, une catégorie, une sous-catégorie. Et puis, dans la sous-catégorie, on va retrouver justement les différents critères. Et vous remarquez que pour dire qu'est-ce qui va m'intéresser, moi, autant qu'auditeur, c'est ces éléments-là, en fait, je vais le marquer avec un petit X, une petite croix, et qui permettra justement à la moulinette derrière d'aller les récupérer. Donc, premier conseil, prenez le temps de consulter un peu les différents exemples, ça va vous inspirer, parce qu'il y a plein de configurations possibles dans la littérature, et on a essayé de trouver un juste milieu, donc n'hésitez pas à les consulter et voir les adaptations qu'on a fait pour les uns et les autres. Donc, on retrouve le CCB qui reprend quasiment tous les concepts que j'ai cités, donc le Accessible, le Depth, l'Implementation Group, mais surtout, les plus importants, c'est référence ID, Name et Description. Ce qui va être intéressant ici à rappeler, c'est entre le Name et le Description, vous avez besoin au moins d'un. Si vous avez les deux, top.
c'est super, ça rend encore plus joli, c'est plus lisible, mais Scissor Assistant, il va toujours chercher à afficher d'abord le nom, s'il ne le trouve pas, il va chercher la description, comme ça, ça vous évitera justement des cases un peu creuses. Et puis, sur celui-là, on a rajouté également les annotations qui permettent d'accompagner l'auditeur. Donc, le premier étape souvent que vous allez vouloir constituer, c'est de créer cette structure et cette liste-là. Et vous allez faire justement juste une sheet dans votre spreadsheet sur laquelle vous allez organiser ces éléments. Ensuite, pour les scores, comment ça se manifeste? Ça se manifeste par une définition. La définition, c'est des entiers qu'on va mettre sur la colonne score, puis un nom, puis une description. Et là, vous pouvez faire comme vous le souhaitez du moment que vous gardez justement ce mapping avec un entier par la suite. L'entier, je pense, vous pouvez identifier le 0, il est reconnu, et vous avez jusqu'à 100, et vous faites la gradation que vous voulez. Et Scissor Assistant, quand il n'y a pas de scoring défini explicitement, il bascule sur un mode au pourcentage. Et pareil pour les implementation group, on va définir un autre tab et dans lequel on va donner des ID qui vont être une forme de label, d'étiquette qu'on va réutiliser pour les critères. Et en face de ces étiquettes, on se donne un nom facile à retenir qui va apparaître dans les filtres de l'application. Donc avec ces définitions, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, pour chacun des critères qu'on a définis tout à l'heure, on va venir les enrichir pour dire ce critère-là, je vais le mettre dans l'implementation group B, I, E, et vous voyez que je peux faire les combinatoires dont j'ai parlé tout à l'heure, juste avec une simple virgule, et quand ils sont complètement dissociés, en fait, vous mettez que l'implementation group qui va vous intéresser. La partie la plus intéressante maintenant est derrière nous. Ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est donner un ensemble d'instructions à Scissor Assistant, ou plutôt à la boîte à outils de Scissor Assistant, pour convertir tous ces éléments-là. Pour cela, je vais revenir sur mon repo, et dans la partie Tools, le script qui va nous intéresser, c'est Convert Library. Avant, on en avait deux, mais je pense depuis quelques mois maintenant, il y en a un qui gère quasiment toutes les librairies par la même mécanique. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce script-là? Il y a toute la logique de et les combinatoires possibles sur lesquels vous pouvez agréger à la fois des critères avec des mesures types, avec des matrices, etc. À ce moment, je pense que c'est le moment aussi de rappeler qu'il y a un README qui est juste là, qui va être intéressant pour vous de consulter, parce qu'il reprend toute la partie data model qui est derrière le convertisseur, et puis surtout, vous allez comprendre les conventions et les règles métiers, comment c'est donné par rapport à ça. Un exemple, la dernière fois qu'on m'a posé sur le mapping, quelles sont les valeurs que je dois faire? En fait, elles sont tout simplement décrites ici. Ok, donc on sort de ce script-là, et puis je pense, pour rester dans la dynamique, on va essayer de créer un framework sur la base d'une checklist, comme ça on a un cas complet. Allons-y, je pense que j'ai préparé un petit exemple à côté. Hop. Où est-ce qu'il est? Il est là. Tout à l'heure, je me suis amusé à chercher deux exemples un peu classiques qu'on peut retrouver dans la littérature. Et je l'ai juste raffiné. Donc là, c'est un exemple, juste pour rapport à l'exercice de ce soir, d'un standard qui est structuré sous la forme de combien? 6 catégories. Et dans les 6 catégories, il y a 5 critères à chaque fois. Donc, la structure que vous voyez ici n'a rien d'original. Vous pouvez très bien le trouver sous format Excel, dans un PDF, peu importe. Et parfois, vous pouvez aussi trouver une autre variante où les éditeurs souvent, ou les fournisseurs de ces frameworks, ils vont les organiser de cette manière-là. Vous n'allez pas avoir la catégorie vraiment tout en haut, mais il est juste à côté. Donc maintenant que vous avez compris la logique, l'idée, c'est juste d'aplatir cet arbre-là. Et dans ce sens-là, il faut juste passer d'un mode où les catégories sont à côté à une organisation en arbre. On va dire, ça, c'est mon niveau 1, et ça, c'est mon niveau 2, et passer de ce mode-là à celui-là. Sans trop tarder, on va essayer d'appliquer justement l'exemple, et on va faire ça ici, et puis je vais partir from scratch, et je me fais
un fichier vide, juste là. Tac, et je vais m'appuyer sur un exemple là. Et volontairement, je ne vais pas parler tout de suite là, des attributs et les métadonnées, on va les laisser à la fin pour se concentrer vraiment sur l'essentiel de ce dont on a besoin. Allons copier-coller littéralement le premier exemple. Tac. Ici, on va venir le mettre là, par exemple. Et je vais, pour ne pas faire de boulettes, je vais copier la première ligne, comme ça je ne fais pas de typo quand je vais commencer à reprendre mes éléments. Ok, là je suis un petit peu décalé, ce n'est pas grave, j'enlève ça, et ben ça ce sont mes ID, et ça ce sont soit mes noms, soit mes descriptions. Je vais venir les décaler ici, et puis ça ce sont des descriptions, je fais un petit coup juste là, et pareil, tac, 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 hop. Je répète juste ce travail-là pour montrer que dans certains cas, on n'a pas le nom, ce n'est pas grave. Du moment qu'on a la description, on va juste essayer de rentrer dans ce format-là. Et dernier clic, ça devrait être suffisant. Donc là, on a mis les noms et là, on a mis les descriptions. Je vais peut-être, comment dire ça, sans le voir. Pour le moment, on ne va pas travailler sur les annotations, donc je vais virer cette colonne pour me concentrer sur ça. Et puis ça tombe bien, j'ai déjà des ID. Hop, je vais les mettre là. Implementation de groupe, on a dit de toute façon c'est optionnel, ça dépend si on souhaite le mettre ou pas, on va rester juste sur le cœur du réacteur, à savoir ces éléments. Donc dans le depth, vous le devinez, ici je suis niveau 1, et ben là je suis 2, ben, si je suis 2, je peux le dupliquer là, donc de nouveau 1, et là je suis 2, ben, je vais le redupliquer de nouveau, hop, et là 1, 2, je le propage, oups, hop, là c'est 2. 1, 1, 1, et puis je reprends 2 là. Les pros de l'Excel vont me dire que je ne suis pas super rapide, vous m'excuserez. Il y a peut-être des gens beaucoup plus efficaces que moi sur l'Excel, mais l'idée c'est de vous montrer que justement l'effort n'est pas considérable pour ramener un standard ou un framework sur ce format intermédiaire qu'on a prévu, qui va justement vous permettre de passer dans la moulinette et tout de suite avoir un format aligné avec l'approche du site assistant. Donc la dernière chose qui me reste, c'est de dire maintenant, par rapport à ces différents critères, lequel je vais considérer comme accessible, ben, je vais mettre X juste sur tous les niveaux 2, tout simplement, parce que tout à l'heure, c'est ce qu'on s'était dit, ben, les autres items du niveau 1, ils n'ont qu'un rôle organisationnel, donc j'en ai pas besoin spécifiquement. Et je retrouve là, ouais, en fait, j'aurais dû faire 2 et X en même temps et faire un copier-coller global. C'est pas grave. Est-ce qu'on est bon avec ça? J'ai l'impression que oui. Avec ça, en fait, on a créé un premier document et sur lequel ben, on va se donner ces requirements ici. Et vu que je suis en train de travailler dans le vide, je vais peut-être m'enregistrer. Tac, tac, tac. On va l'appeler sample démo. Hop. Et donc, allez. On a l'essentiel maintenant avec ce standard. Ce dont on va avoir besoin maintenant, c'est les fameuses métadonnées. Et pour les métadonnées, de quoi a-t-on besoin? C'est un tab qui s'appelle Library Content, qu'il ne faut pas rater. Et ce tab Library Content, qu'est-ce qu'il va avoir d'intéressant? Passe trop vite. Ce tab Library Content, il va avoir un ensemble d'instructions et des directives justement pour la moulinette, pour le convertisseur, pour lui dire comment traiter le fichier Excel et où est-ce qu'il faut qu'il aille chercher l'information. Donc les URN sont des identifiants normalisés dans notre cas qui nous permettent d'aller choper les différents critères. Le plus intéressant pour vous, c'est cette dernière partie sur laquelle vous allez donner en fait un identifiant qui va vous suivre sur le cycle de vie du framework.
Donc mettez un nom, idéalement sans version, à moins que la version porte une valeur sémantique qui va vous suivre par la suite dans le cycle de vie justement de votre standard. Ensuite, on va retrouver la version, et cette information, elle est très importante parce qu'en la respectant, et en respectant un petit peu tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, vous allez avoir la possibilité de faire des mises à jour incrémentales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que vous respectez les références ID, vous pouvez modifier les descriptions, les noms, rajouter, enlever des critères. Toute la saisie et les audits que vous aurez déjà réalisés avec le premier, vous pouvez les propager sans perdre de la donnée. Et ça, c'est vachement important et utile pour les gens pour mutualiser et surtout capitaliser sur le travail précédent au lieu de se retaper un audit à chaque fois qu'il y a une nouvelle révision. Donc, faites gaffe à cette version-là, et au début, généralement, on va commencer juste avec la version 1. Ensuite, il y a un ensemble d'instructions sur les références ID qui vont apparaître dans l'application, un nom et une description qui vont apparaître dans le catalogue des bibliothèques. Et puis, n'oubliez pas de mentionner les copyrights et les fournisseurs. Ça, c'est très important parce que parfois, on ne le devine pas, mais il y a pas mal de standards qui ne sont pas en licence ouverte. C'est pour ça que certains d'entre vous ont été frustrés sur Discord quand on leur disait on ne pouvait pas rajouter certains frameworks. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Légalement, il y a des restrictions sur les copyrights. Et je pense que c'est utile aussi, même quand ce n'est pas restreint, de mentionner justement le travail et la contribution justement des éditeurs initiaux. Par exemple, ici on peut parler de CCB d'28M, comme demain pour parler, je sais pas, de l'ANSI et votre nom, si vous êtes en train d'éditer un framework, et cette information-là, vous pouvez l'afficher dans la partie packager. Ensuite, de nouveau, on va retrouver les ID. L'astuce, c'est que vous pouvez très bien faire copier-coller sur ces trois-là. Ça, c'est pas gênant. Et puis, si vous avez défini un score custom, c'est là où vous allez définir un petit peu l'échelle. Et dans le tab score, vous allez décrire justement cette échelle. La dernière information, et c'est la plus importante, c'est un peu, vous allez donner les directives au script pour savoir où est-ce qu'il faut qu'il aille chercher les requirements, si vous avez défini des scores, et si vous avez défini une implementation group, où est-ce qu'il faut qu'il aille les chercher, en indiquant le nom du tab en question. Donc, moi, ce que je vais faire pour éviter de faire de boulettes, je vais recopier tout simplement celui-là sur mon, comment on l'appelait, sample demo. Je crée une copie et je la mets juste avant. Et je vais commencer à l'éditer ici. Donc, je vais reprendre ce petit nom qui va me suivre pour cette démo. Et je le mets là. Puisqu'on vient de commencer, on fait 1. Et tac, tac, tac. Ouais, je mets ça pour le moment. C'est important. Et puis, c'est pas grave pour le moment. C'est surtout cette information-là qui est la plus importante. FID, cela, je vais le reprendre là. C'est juste pour aller un peu plus vite. Et puis, vu que je n'ai pas envie tout de suite de customiser mon score, je vais tout simplement enlever ça pour le moment. Hop. Donc, vu que je n'ai pas de score et je n'ai pas de implementation group, je peux très bien enlever ces deux éléments-là pour rester sur l'essentiel. Et là, vous allez me dire, attention, il faut bien mettre le nom du tab en question. Hop. Voilà, on a la base. Avec ça, je pense qu'on est prêt pour générer une première version de ce framework. Donc, on fait une dernière passe. On a les informations clés. Tac, tac, tac. OK. Et on a les métadonnées les plus importantes. C'est parti. Je récupère cet Excel. Vous l'avez compris, pour ceux qui viennent de se connecter, l'Excel, c'est un format intermédiaire. Donc, le format cible et le format attendu par Caesar Assistant, c'est surtout un YAML qui correspond à une DSL, une syntaxe qu'on s'est définie pour l'application. Vous pouvez très bien, pour ceux qui le souhaitent, éditer le YAML. On a certains utilisateurs, par exemple, pour les matrices, c'est presque plus rapide de faire la matrice en YAML que de la faire en Excel. Vous pouvez tout à fait éditer le YAML sans aucun souci. On a fait surtout le fichier Excel comme format intermédiaire qui vous aide à prendre en fait vos checklists
d'avant. Et surtout, même quand vous avez un gros PDF, c'est beaucoup plus facile de travailler sur un Excel et le convertir que de travailler directement sur un format de texte brut, pour ceux qui ne sont pas familiers avec. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher mon exemple de tout à l'heure. Comment on l'appelait? On l'appelait Sample Demo, quelque chose comme ça. Sample. Voilà, je vais avoir trop de choses. Sample Demo, et je vais le mettre juste à côté. Bien entendu, vous pouvez très bien lancer le script directement sur le chemin en question. Là, c'est juste pour simplifier un peu l'exercice pour tout le monde. Et je vais aller chercher mon convertisseur de tout à l'heure. Tac. Et j'étais en train d'aider quelqu'un tout à l'heure, littéralement sans ça. C'est pour ça que je le vois encore dans mon historique. Et c'est tout. Allons-y. Et qu'est-ce qu'il me dit? J'ai raté quelque chose. Il me dit qu'il n'arrive pas à trouver la Braille. Voyons voir ce que j'ai oublié. Hop. Sample démo. La Braille. Ok. Est-ce que j'ai... Ah, c'est parce que je n'ai pas enregistré le fichier, tout simplement. Voilà. Et si je copie ça... Voilà. L'erreur qu'il vient de faire, c'est qu'il n'a pas trouvé justement les métadonnées pour la description, parce que quand j'avais juste fait ma checklist tout à l'heure, je l'ai fait de manière un peu trop concentrée sur les critères, mais je n'ai pas donné les instructions en fait à la moulinette pour convertir. Donc à chaque fois, n'hésitez pas à regarder les messages d'erreur, et souvent, la plupart des erreurs qu'on rencontre qui remontent dans le Discord, c'est par rapport à des métadonnées qui ne sont pas correctement setées. Donc, voyons voir maintenant la tête que ça a, ce petit fichier. Donc, vous voyez, en fait, c'est le YAML auquel on s'attend. Il n'y a rien de révolutionnaire. C'est juste le script, il va restructurer l'arbre par rapport au format auquel on s'attend, et puis remettre les informations d'accessible, les informations de profondeur, etc. Donc, si je sors maintenant de ça, on a qu'à aller chercher dans ce dossier-là. Et l'exemple qu'on vient de faire, on l'appelait Sample YAML, ça. Allez, hop. Et voyons voir maintenant sur l'application. Et si je passe sur gouvernance, il faut quand même que je me connecte. Quand je suis dans la gouvernance et les librairies, je peux venir ici et glisser le fichier en question. Et hop, add. Et vous voyez que ça a été incrémenté. À chaque fois que vous rajoutez un fichier custom, sachez qu'il est d'abord chargé sur la librairie, il n'est pas chargé directement sur l'application, il est sur l'étape du catalogue avant justement d'être importé. Et à ce moment-là, vous pouvez très bien le consulter avant justement de le charger, et vous voyez qu'on a retrouvé un peu les différentes sections qu'on a vues tout à l'heure. Donc, simplet, je l'importe, et maintenant, je peux commencer tout simplement mon audit avec, parce que maintenant, il va apparaître dans les frameworks supportés juste en bas. Hop. Et je peux faire un exemple. Et c'est parti. Et on retrouve les 30 critères qu'on a mentionnés tout à l'heure avec les noms et les différentes descriptions. Donc, avec ça, vous avez un peu la base pour justement créer un framework. Il y a différentes options ça me prendra facilement 2 heures pour couvrir toutes les capacités et les différentes options qu'on a développées au fur et à mesure. Je vais m'arrêter là sur cette partie-là pour parler surtout d'une demande qui revient souvent autour de l'internationalisation, c'est-à-dire comment je peux gérer différents cas des frameworks qui vont avoir, par exemple, une version en français ou en anglais. Et pour ça, c'est simple. On a rajouté la possibilité maintenant d'enrichir directement votre framework sur les critères, sur le nom et la description, parce que, vous le devinez, un framework de ce type-là, s'il était en français, normalement, on va garder le référence ID, n'est-ce pas? Et c'est surtout, c'est les noms et les descriptions qu'on va changer. Donc, l'astuce, c'est quand vous faites ça, vous faites name et crochet. Ok, j'ai un petit typo là.
peut-être que j'agrandis ça un petit peu pour que vous puissiez voir. Allez. Et je mets le code ISO par rapport à la langue que je vais cibler. Donc je mets ça et je vais reprendre description pour ne pas faire de typo cette fois. Parce que cliquer trop de fois. Hop. Et là, je vais me faire FR, pareil de nouveau, à ce niveau-là. Donc, si je veux maintenant une traduction de ce framework, l'astuce qu'on a rajoutée depuis la rentrée, c'est que vous pouvez tout simplement, dans le framework en question, rajouter juste les autres attributs que vous souhaitez traduire avec le code ISO, ce qui fait que même si vous voulez rajouter de l'allemand, de l'italien, que sais-je, il suffit juste de reprendre les ID que vous voulez traduire, pas les ID, les attributs que vous voulez traduire en rajoutant le code ISO. Il se trouve que j'ai déjà passé ça dans ChatGPT là pour qu'il me fasse une traduction pas trop dégueulasse. Hop, allons voir ce qu'il m'a sorti tout à l'heure. Hop, voilà. J'ai ces éléments-là. J'ai pas mal de texte. Je vais copier ça ici. Et hop. Ouais, sauf qu'il l'a fait par bloc. Comment je peux faire ça? Ouais, donc on va d'abord faire étape par étape, c'est pas grave. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller trop vite. Maintenant que celui-là est servi, on peut le fermer. Et on va agrandir un petit peu l'écran. Tac. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin du nom. Allez, on le met là. On prend ça. Ici. Encore un coup. Ici. Tac. Et il me reste ces deux-là. Tac. Et detect and response. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a la traduction du name. Donc, une fois que le name est déclaré, par défaut, il va être en anglais. Et dès qu'on passe l'application en français, bah, il va aller chercher justement ce label. T'es pas complètement aligné, Abder, sur les noms que tu as mis. Il faut les décaler d'un cran. Il y en a un qui est... T'as raison. Là, ouais. Super, merci. Les autres aussi en dessous. Ouais. Mais du coup, si je décale tout... Ouais, je pense que c'est bon. Tac. Non, celui-là, je suis allé peut-être un peu loin. C'était une mauvaise idée de tout décaler en même temps. Ok, merci. Du coup, par rapport à ça, on va aller ramener les descriptions. Je sais que ça fait un peu de travail bureautique, mais une fois qu'on l'a fait, ben, on est content de faire l'Excel une dernière fois. Tac. Et est-ce que je suis bien aligné? Normalement, j'ai les couleurs. Je devrais faire moins d'erreurs sur ça. Ça me permettra de démontrer quelque chose de sympathique avec la mise à jour incrémentale, notamment. Ok, ça m'a l'air chouette. J'enregistre ce petit fichier, sauf que, oui, je ne l'ai pas... Je suis pas dans mon chemin, il faudra que je le recopie de nouveau. Ce n'est pas très grave. Ce qu'on va illustrer maintenant ensemble, c'est imaginons qu'on a fait une première version de ce framework, et dans ce framework-là, on est allé chercher déjà l'état de conformité à droite et à gauche de pas mal d'informations. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on avait rajouté une option justement avec des touches clavier pour aller plus vite encore sur le mode flash, donc ça peut être pratique pour certains. Donc imaginons, voilà, j'ai déjà fait mon audit, j'ai collecté déjà pas mal d'informations, et je veux faire une mise à jour, mais je ne veux pas me retaper justement de partir sur un nouvel audit. Donc là, il se trouve que ce framework-là a été enrichi. Oups. Le framework sur lequel on a travaillé, il a été enrichi, et je vais maintenant le récupérer de nouveau.
je le mets là. Et maintenant que je l'ai, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être quand même éviter la boulette de le convertir sans incrémenter les joies de l'Excel qui ne peut pas ouvrir de fichier qui est en même nom. Tac. Voilà. Donc ce que je vais faire, puisque l'addition que je viens de faire, en fait, elle porte que sur les noms. Je vais faire 2, hop, contrôle save. Et je peux maintenant de nouveau reparcourir ce que j'ai fait tout à l'heure et refaire ma conversion. Je fais un petit check pour voir ce qu'il m'a généré. Et je vois bien version 2 qui a été incrémentée à ce niveau-là. Oups. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire maintenant? Je vais juste récupérer le fichier en question. Il doit être là. Ouais, c'est le plus récent. Ouais, c'est le plus récent. Cool. Et maintenant, je reviens de nouveau sur ma partie gouvernance, librairie. Hop, et je vais charger le fichier en question. Add. Cool. Rafraîchir un coup. Je n'ai plus besoin de bonsoir. Et on regarde un peu la fin. Surtout, il va être déjà préchargé celui-là. Et là, vous allez découvrir une icône sympathique. Pour certains, peut-être qu'ils ne l'ont jamais encore vue. C'est cette icône-là qui vous permet justement de dire vous avez déjà commencé à utiliser le framework dans une ancienne version. Je suis en train de détecter une mise à jour possible. Est-ce que tu veux le faire? Et ça vous permet aussi de contrôler la chose parce que parfois, ça peut être un peu embêtant. Si nous, par exemple, on a détecté une correction, on a fait une amélioration, ou même un de vos collègues, par exemple, qui travaille sur vos frameworks, qui a décidé justement de faire une mise à jour, ça vous évite un comportement incontrôlable. Donc, il vaut mieux justement que ça reste à votre main. Donc, je le fais, hop, c'est fait. Et maintenant, si je reviens sur mon audit et sur l'exemple qu'on a commencé tout à l'heure avec ce framework, voyons voir si je change la langue, si ça se passe. Donc, vous voyez, maintenant, on introduit justement la traduction. Et la partie sympathique justement de la traduction, c'est qu'elle va suivre la version, la langue de l'application qui est en cours d'utilisation. Comme ça vous convertit les menus et ça va vous permettre justement de convertir également les standards du moment qu'il y a des traductions. Donc, avec cette astuce-là, vous êtes capable de vous concentrer sur les ID, la référence ID, et la partie plus affichage de la description et du nom des différents critères va suivre justement juste la langue de votre application. OK, donc je vais rester en English. Qu'est-ce qui me reste après à montrer? Je vais peut-être parcourir très rapidement d'autres options qui peuvent être chouettes pour certains d'entre vous, à commencer par les références contrôle. Les références contrôle, c'est quelque chose de souvent intimement lié. Hop, si j'agrandis ça. Les références contrôle, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est surtout un catalogue des mesures types que vous allez vouloir implémenter pour cocher chacun des critères de votre framework. Ce qui peut être intéressant à exploiter grâce au moteur de recommandation de Assistant, c'est que vous faites un pré-câblage des mesures types que vous voulez voir en face de chacun des critères. Et ça, je pense que ça va surtout plaire aux consultants, mais pas que, dans le sens où vous avez déjà fait votre réflexion, vous avez déjà plus ou moins votre boîte à outils, qui est un ensemble de questions ou un questionnaire, et ce questionnaire, vous venez avec, et puis vous savez très bien ce que vous voulez recommander directement au client pour cocher chacun des critères. Donc, c'est un peu ce qu'on va retrouver dans la référence contrôle. On peut très bien les définir avec les différents champs qui sont demandés là dans la spec, mais la partie indispensable, c'est surtout la référence ID, parce qu'il faut donner pareil une convention, et puis une description. Et puis, vous leur donnez un petit nom. Et de la même manière que tout à l'heure, on a travaillé sur les critères, on peut venir enrichir chacun des critères avec un lien ou plusieurs avec des références contrôle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que
quand la personne va vouloir implémenter ce critère, donc il va vouloir chercher la conformité avec ce critère, ben, il aura juste à implémenter celui-là. Ou pour celui-là, il aura implémenté celui-là et celui-là. Et ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet justement d'industrialiser davantage justement vos pratiques GRC, où vous partez avec quelque chose de standard et réutilisable à souhait, surtout si vous jonglez entre différentes instances, entre différents clients, pour le coup. Une fois qu'on l'a chargé, ça se traduit comment? Ça se traduit par cette fonctionnalité pour les frameworks qui sont enrichis. Et je pense, là, on est en train de voir l'ASF. Voyons voir si je ne me suis pas donné un qui est en ASF. Sinon, je vais le commencer. Hop. Allez. Et project, peu importe. Vous voyez, pour celui-là, déjà, il l'a détecté. Il me dit est-ce que je souhaite automatiquement créer les mesures en type? Je vais le faire juste après pour vous le montrer. Et donc, à chaque fois qu'on enrichit un framework de cette manière-là, c'est-à-dire avec des suggestions, bah, ça va venir apparaître ici. Et donc là, c'est utile aussi pour vous, surtout qui créent des standards ou qui définissent leur boîte à outils. C'est sympathique de venir ici, tout de suite créer toutes les mesures en type et sortir avec le plan d'action d'un clic. Ou si vous ne voulez pas le faire en mode batch, vous rentrez dans chacun des critères et vous regardez pour l'implémentation de celui-là, qu'est-ce que tu me suggères? Ben, j'ai besoin de suggestions qui apparaît d'ailleurs avec les informations additionnelles. Voilà, hop, tac. Avec ça, on a parcouru un peu l'essentiel des objets, sachant également qu'il existe la partie catalogue de menaces, qu'on peut tout à fait industrialiser et packager de la même manière qu'on a packagé des critères, qu'on a packagé justement des références contrôle. On peut avoir un catalogue de menaces, ce qui peut être très utile pour l'autre partie de l'application, à savoir l'analyse de risque, et qui permettra justement, au lieu de réinventer la roue, toujours s'imaginer des choses très sophistiquées, avancées, parcourir justement un catalogue, typiquement celui de la Mitre Attack. On l'a intégré, vous pouvez très bien définir le vôtre de la même manière. Tac. Ok, on est très bien dans les temps, on voulait rester dans l'heure. Eric, peut-être que tu vas rajouter 2-3 mots sur les matrices, s'il te plaît. Ok, bah si tu peux ouvrir un fichier donc, pour illustrer, effectivement, les matrices au début, on les faisait directement en YAML et c'est quand même assez ésotérique, hein. On peut vite se tromper dans la syntaxe. Donc, on a intégré la capacité de convertir un Excel en fichier YAML de matrice et c'est nettement plus simple, hein, même si ça reste moins facile que ce qu'on a vu là, parce que la difficulté de la matrice, c'est que c'est en 2 dimensions, alors que le convertisseur, bah, il lit ligne par ligne. Donc il faut transformer une matrice qui est en 2 dimensions en une liste de lignes. Et donc ce qu'on a fait, il faut regarder vraiment ce fichier comme des lignes, hein, et chaque ligne. Donc en fait, on va définir chaque objet ligne par ligne. Donc d'abord les probabilités, ensuite les impacts et ensuite les risques. Et on va utiliser des couleurs, notamment on peut faire des couleurs pour les probabilités, pour les impacts et pour les risques. Alors c'est pour les probabilités et les impacts, c'est pas obligatoire. Pour les risques, oui, c'est quand même vraiment important, parce que c'est le cœur de la matrice, hein, d'avoir les couleurs. Et ensuite, on va se servir finalement de ces objets, probabilité, impact et risque, pour dessiner la matrice. Et donc la première dimension de la matrice, la probabilité, le plus élégant, c'est de mettre les probabilités dans l'ordre décroissant et on va mettre la matrice en face. Comme ça, déjà, vous voyez, probabilité 4, almost certain, bah, c'est la liste, c'est la ligne de la matrice qui est correspondante, hein. Donc c'est la ligne du haut de la matrice. Donc voilà pour les probabilités, ben, là on s'y retrouve, c'est facile. Et pour les impacts, eh ben, ça va être de gauche à droite. Donc ça va être les colonnes grid et ça va aller de 0, 1, 2, 3, 4. Là, il y en a 5. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Et on va reprendre les impacts ID 0, 1, 2, 3, 4. Donc l'impact 0, c'est non significatif. L'impact 1, c'est mineur. L'impact 2, c'est significatif. L'impact 3, majeur. Et l'impact 4, sévère.
Et ensuite, on va venir mettre dans les cases, on va mettre le risque, pareil, qui va être indicé 0, 1, 2, 3. Hein, c'est l'ID, la colonne B, qui est importante. Et on va mettre 0, 1, 2, 3. Et pour s'y retrouver, on peut mettre les couleurs. Donc, on va mettre les couleurs des risques. Donc, comme ça, finalement, on a visuellement, sur l'Excel, on a la matrice auquel on aspire. Et donc, c'est évidemment beaucoup plus facile de vérifier et de s'y retrouver. Et une fois qu'on a fait ça, on a évidemment le premier onglet du tableau qui doit toujours être Library Content, dans lequel on va dire qu'on a un objet de type matrice. Donc, tu peux montrer le premier onglet. Donc on dit tout simplement que on a un tab, il s'appelle spec là, qui est de type risque matrice. Et par ailleurs, on remplit le nom, description comme on a fait pour les frameworks. Donc, et la version, pareil, c'est un entier, on commence par 1 et on incrémente à chaque fois qu'on fait un changement. Et pour la traduction, ça va être exactement la même logique. Hein. Et donc avec ce fichier, on n'a plus qu'à faire convert library, le nom du fichier, et on va retrouver le YAML. Super. Et est-ce que tu peux aussi nous parler du mapping, parce que c'est quand même quelque chose qui est très demandé. Oui, donc on a effectivement vu à peu près tous les objets de librairie, il n'en manque plus qu'un, c'est les mappings. Un mapping, c'est juste, il n'y a pas vraiment de texte dans un mapping, c'est plus un graphe qui relie un référentiel à un autre. Alors, on va quand même avoir la description, le nom du mapping, mais globalement, l'information qui va y avoir dans un mapping, c'est principalement des flèches entre un identifiant d'un référentiel vers un identifiant d'un autre et certains attributs de qualification. Donc, à la fin, c'est un YAML qui n'est pas facile à faire, on va dire, directement à la main. Ça serait très rébarbatif comme travail et source d'erreur. Donc, pour faciliter ça, de nouveau, on a utilisé Convert Library pour alors on a pris un autre, pour le coup, un autre convertisseur qui permet de convertir le mapping sous forme d'Excel dans le YAML. Ouais, voilà. De le préparer d'abord. De le préparer, oui. Alors oui, d'ailleurs, la conversion, à la fin, elle se fait, je suis pris d'un doute, elle se fait avec Convert Library. Alors justement, c'est ce que j'essaie de me synchroniser sur ce que tu expliques. Effectivement, ce qu'il dit Eric, c'est qu'il y a d'abord, pour ceux d'entre vous qui ont déjà vu les crosswalks ou ces gros fichiers Excel, ou parfois qui prennent des formats un peu plus sophistiqués, qui permettent de lier un standard à un autre, in fine, c'est un graphe, comme vient de dire Eric. Et donc, si on veut commencer à prendre les éléments, c'est plus pratique quand même de pouvoir recopier. Oui, quand on veut recopier ça, il y a ce petit script-là qui s'appelle Prepare Mapping. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'il est en train d'expliquer, Eric. Je confirme donc que le mapping, une fois qu'on l'a fabriqué, l'Excel, c'est bien avec Convert Library qu'on va le convertir à la fin, comme on a fait pour les matrices, pour les référentiels, pour les menaces et les mesures de référence. Donc, pour fabriquer cet Excel, si on partait, on peut très bien démarrer bien en tête avec l'Excel, pourquoi pas, en prenant un exemple. Mais c'est vrai que si on a déjà les deux librairies qu'on veut mapper en format YAML, avec le prepare mapping, le script prepare mapping, il va nous mâcher le travail, il va nous créer déjà les onglets nécessaires, plus des onglets de référence qui ne sont pas indispensables, qui sont pas utilisés pour la conversion, mais qui vont nous servir de documentation. Et donc, ça va vraiment beaucoup nous mâcher le travail pour arriver à faire les correspondances le plus simplement possible. Voyons voir justement à quoi ça ressemble. Les deux tables, je pense, les plus intéressants, enfin, le tab, surtout, le plus intéressant, c'est celui-là, c'est Mapping, dans lequel, peut-être, comme disait Eric, on va le répéter, mais un mapping, c'est quand même quelque chose de directionnel, c'est un graphe directionnel, c'est-à-dire qu'on part d'un point A pour arriver à un point B, et ce fichier de préparation, il va éclater et ça réalisait en fait tous les nœuds accessables du framework de départ.
Et c'est ça, en fait, qui va vous permettre d'aller plus vite sur votre mapping et puis surtout, par la suite, si vous voulez le partager de manière un peu plus structurée avec la communauté, vous lancez un mapping, après vous dites, ben, le critère OIS 4 de ce framework-là, ben, en fait, je vais le mapper sur un autre ID. Pour éviter justement de faire des erreurs, on a pré-généré justement 2 tables, ça vous évite de jongler entre trop de fichiers avec les 2 que vous avez indiqués, les sources et target, et comme ça, vous allez juste aller piocher les critères en question et vous dites, ben, celui-là, je vais le mapper avec celui-là en copiant tout simplement les ID qui sont là. Donc, une fois que vous avez recopié les ID, vous êtes sûr que justement, vous ne pouvez pas vous tromper. Et puis surtout, le convert library, qui l'a mentionné Eric, il va détecter si vous avez des incohérences sur la génération pour vous rattraper. Voilà, et le générateur, donc Prepare Mapping, il va déjà vous remplir le premier onglet, hein, l'onglet de description. Donc là Oui, aussi, tout à fait. ça vous diminue la charge de travail. Le travail manuel sur les métadonnées, tout à fait. Ok, je pense avec ça, on a couvert un peu l'essentiel, surtout sur 1 heure, on voulait condenser le maximum d'informations. Pour ceux qui voulaient commencer à contribuer avec des frameworks ou qui ont des frameworks maison, qui n'arrivaient pas à les adapter. Donc maintenant, vous avez compris la logique de l'arbre, pour résumer un peu tout ce qu'on vient de se dire. Vous avez compris l'importance aussi de l'information de profondeur, qui est indispensable, et surtout l'ordre qui va en découler, parce que justement la profondeur, elle dépend justement d'un ordre dans lequel on est en train de traverser l'arbre. Avec ces éléments-là, vous avez beaucoup d'exemples dont vous pouvez vous inspirer. Vous pouvez structurer vos frameworks de différentes manières, avec des catégories, avec les combinatoires que vous le souhaitez. Vous pouvez recharger ça avec vos propres scores, et ça va jusqu'à l'internationalisation possible. Pour ceux qui veulent continuer à contribuer sur les frameworks, ne vous gênez surtout pas. Vous pouvez très bien prendre l'un des Excel si vous avez vu une typo ou une erreur, ou un nœud qui est un peu pété. Prenez l'Excel, corrigez-le, lancez la conversion par avoir un YAML et ouvrez-nous UPR, ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas à nous pousser vos Excel sur Discord. Quand ça ne marche pas, vous nous les poussez, on vous dira tout de suite ce qui ne va pas. Vous pouvez gagner du temps. S'ils ne sont pas confidentiels. Tout à fait. D'ailleurs, justement, il y a quelqu'un qui voulait contribuer, puis il n'a pas réussi. On s'est rendu compte qu'il avait oublié justement un des champs. Il a poussé l'Excel, et puis il va le corriger. Comme ça, sa contribution, elle n'est pas perdue, parce qu'il peut soumettre le YAML derrière. Donc oui, ne vous gênez pas, surtout maintenant que vous avez compris ce format intermédiaire qui vous facilite la vie. Utilisez-le et pouvez en abuser. Ok, je regarde par rapport au temps. On est parfaitement dans les temps pour prendre peut-être 5-10 minutes de questions. Voyons voir si on a un petit peu des éléments. Alors, on a John, ok, qui te dit merci pour l'aide sur Swift. Merci à toi, John. Bonsoir les amis. Laurent, Frédéric, Florian. Ok. Donc John, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand vous dites référentiel, est-ce qu'on parle vraiment? Oui, c'est juste un peu la terminologie un petit peu classique qu'on va retrouver dans la, on va dire, la convention française. Souvent on dit référentiel. C'est la traduction, tout simplement. C'est la plus noble, pour ne pas dire cadre de travail. Alors, Florian, je ne suis pas sûr de comprendre ta question. Celui du CSA pour le cloud, j'imagine que tu penses au CCM. C'est bien ça? Non, le Cloud Security Alliance. Oui, mais le framework, c'est le CCM. C'est ça, c'est l'éditeur. Et le CCM, c'est l'entité. Je pense qu'il parle de ça. Et du coup, ça nous fait une bonne transition par rapport à une partie, peut-être qu'on n'a pas beaucoup affiché, qui est particulière à 2-3 frameworks qui sont ouverts, mais pas tant que ça, à savoir le CIS et le CCM. Et pour ces deux-là, en fait, on a prévu une boîte à outils parce que leur licence, elle est ouverte, mais pour votre usage, et nous, on n'a pas le moyen en fait, de le packager directement dans l'application sans impacter les utilisateurs parce que ça va contaminer la version open source.
Donc, ce qu'on a fait, c'est pour rester cohérent avec leurs exigences, on a fait un convertisseur intermédiaire et tout cela, vous pouvez le retrouver dans la partie CIS, respectivement. Donc, vous avez un petit fichier, un petit script qui va prendre le fichier que vous téléchargez. Donc, vous le téléchargez, vous le passez dans la moulinette. Comme ça, on respecte leur licence. Et je pense qu'on a fait pareil pour le CCM, me semble-t-il. Tac. Voilà. Et comme ça, si vous utilisez le CIS ou le CCM, vous téléchargez les fichiers, vous les mettez à côté, vous les convertissez, vous avez vos YAML et vous êtes content pour ça. Vous verrez d'ailleurs dans les boîtes à outils, il y a assez souvent un script qui convertit un Excel de référence dans un Excel CISO Assistant. Parce que c'est évidemment beaucoup plus simple de générer l'Excel que de le taper à la main. Enfin, c'est plus simple, c'est plus fiable en tout cas, et quand on est programmeur, c'est finalement plus rapide, plus efficace. Surtout, il n'y a pas d'erreur en fait. Une fois que le script est au point, il n'y a plus d'erreur. Ok. Alors, peut-être qu'il posait la question sur les mappings. Donc, il parle de mapping. Ok. Alors, pour les mappings, on peut tout à fait, une fois qu'on a les YAML, tu lances la moulinette et puis ça tombe bien. Il y a pas mal de standards qui commencent à devenir de plus en plus open source pour de vrai. Cette fois, il y en a un qu'on était en train de regarder aujourd'hui, c'est celui d'Adobe, ou Adobe, pour ceux qui veulent franciser le mot. Et je pense qu'il est ouvert quelque part, si j'arrive à m'en trouver avec tous ces Excel. Tac. Les CCF. Voilà. Donc, c'est pas grave, il est là. Et donc, ils ont fait un premier mapping, et je pense qu'on va essayer de pré-matcher ça. Et puis, si vous voulez aussi contribuer, et ça permet d'avoir une espèce de pivot. Et donc, l'idée qu'ils ont pris, c'est ils ont leurs ID avec leur meta framework d'une certaine manière, qui est celui-là, et on peut naviguer justement d'un framework à l'autre avec ce mapping-là, et cette information-là, pour le coup, elle est open source. Donc, on va peut-être faire un convertisseur qui traverse d'un, je sais pas, par exemple, de la PCI vers SOC ou du LIPA vers FedRAMP, et progressivement aller chercher le CIS, et dès qu'il y en a un pour le CCM, on va le rajouter également. Tac. Ok. Alors, il y a une autre question. Les labels servent à quoi dans... Ok, c'est une question. La personne dit qu'elle est hors sujet. Ok, alors les labels, c'est quoi? Ça, c'est un concept qu'on va généraliser de plus en plus. Pour le moment, on l'a mis dans les vulnérabilités. Et comme le nom l'indique, c'est une notion de tag. Donc, on peut rajouter les tags qu'on souhaite sur différents objets. Pour l'instant, on l'a rajouté sur les vulnérabilités qui permettent, par exemple, de suivre un plan de traitement d'un pentest. Et pour ne pas exploser avec des colonnes à rallonge, on s'est dit, en fait, il vaut mieux mettre des labels et les gens peuvent mettre des tags. Et ça évitera de surcharger avec plein de colonnes très spécifiques, et ça donnera suffisamment de flexibilité pour après filtrer et enrichir l'information. On est en train de le tester sur ce nouvel objet des vulnérabilités. Une fois qu'on l'aura éprouvé progressivement, on va commencer à le généraliser sur différents objets, à commencer par les scénarios de risque, ça va nous intéresser pour la partie EBIOS, ça peut nous intéresser demain pour les applied control, si on veut avoir un tri ou des filtres un peu plus sophistiqués. Mais in fine, c'est une notion de tag qui permet de structurer la liste des objets et les filtrer plus efficacement. C'est comme dans Jira finalement, c'est la même dénomination pour ceux qui ont l'habitude. Ok. Du coup, est-ce qu'on a encore d'autres questions? Donc oui, pour ceux qui ne connaissent pas le repo, je pense qu'on vient de faire apparaître le lien. Oui, il apparaît. Et n'hésitez pas à aller dessus, consulter le partie README qu'on vient de voir et sur laquelle tous les tools qu'on vient de voir, ils sont dessus. Alors, est-ce qu'il y a un lien pour le replay de Frédéric? Oui, il y a le lien de replay qui va apparaître à la fin de la session sur LinkedIn, et on va tester, on est en train d'expérimenter sur YouTube, peut-être aussi qu'on va retrouver le replay directement dessus. Voilà. Donc, surtout, on compte sur vous avec ça pour
Utiliser autant que possible les convertisseurs, contribuer. Parfois, ça peut être juste une petite correction. On apprécie toujours. Si vous voyez des cases vides dans certains frameworks, vous voyez que maintenant, la marche, elle n'est pas si haute que ça. Vous corrigez l'Excel, c'est tout. Et après, vous lancez la moulinette sur l'Excel. Et vous envoyez le fichier YAML sur GitHub. Il n'y a pas plus que ça. Donc, et puis surtout, il y a pas mal de sujets sur lesquels on aimerait bien voir des contributions qu'on n'avait pas forcément envisagées jusqu'à maintenant, savoir les mappings. On sait que c'est quelque chose qui va forcément exploser grâce à la communauté, donc ne vous gênez pas. Et surtout, comme d'habitude, si vous bloquez sur quelque chose, utilisez le Discord, l'équipe est super réactive pour ça. Quel est le mieux pour soumettre une contribution? Alors, il y a John qui pose la question. Quel est le meilleur moyen pour soumettre une contribution? Le meilleur moyen, en tout cas pour nous, c'est passer par GitHub. Et qu'est-ce qu'il faudra faire? Vous créez un fork, et dans le fork, vous uploadez votre fichier. Je pense peut-être qu'on va faire même une mini vidéo qui explique comment faire un fork et charger un fichier pour ceux qui ne sont pas familiers avec GitHub, que ça peut impressionner. Et vous allez voir que c'est juste question de 5-10 minutes. Une fois qu'on a compris la mécanique, c'est très facile. Et donc là, le meilleur moyen qu'on recommande, c'est justement de passer par ça. Hop. J'en ai un framework maison. Je vais l'intégrer. Fais-toi plaisir, Florian. Et puis surtout, si tu vois que ça peut avoir un intérêt par la communauté, ne te gêne pas. On a beaucoup de contributions, surtout. Je pense qu'on n'est pas loin d'une dizaine avec... où est-ce qu'il y a le repo? Hop. Donc ici, vous voyez que tous ces frameworks sont déjà supportés. Donc certains, peut-être vous allez vouloir les... Hop, je vais peut-être passer sur notre écran. Sur le repo GitHub, vous voyez que tout ça, c'est supporté. Si vous voulez enrichir certains, ne vous gênez pas, on apprécierait. Et puis, on a de plus en plus de contributeurs externes. On a des contributeurs d'Italie, d'Algérie, Nouvelle-Zélande, d'Australie, de Suisse, un peu des Américains, des Saoudiens, des Marocains, des Tunisiens, on a eu des Roumains, des Tchèques. Donc, ne vous gênez pas, il y a de plus en plus de contributeurs et on sera ravis d'avoir justement vos contributions. Pour les licences, c'est vous qui vérifiez. On fait une double vérification, en effet, mais on préfère justement que vous le fassiez de votre côté parce que déjà, ça va vous faire gagner du temps. Parce que si vous êtes en train de saisir un framework et vous vous rendez compte qu'il va violer la licence, peut-être à votre niveau, c'est pas grave, mais si vous voulez le soumettre après dans la partie open source, ça va coincer. Donc, faites le check de votre côté. Puis si vous hésitez, ne vous gênez pas après pour poser des questions. Eric, elle a surtout l'habitude sur cette partie-là pour aller chercher les bons wordings et on s'assure qu'on peut le mettre dans la partie open source sans devoir imposer une tarification aux utilisateurs. Parce que c'est ça le jeu, en fait. C'est ça la partie gênante. C'est que si on ne fait pas ça, on va devoir mettre en place un système de royalties pour lire et utiliser les frameworks, chose qu'on veut éviter autant que possible. Peut-être que dans quelques temps, on va faire un système de marketplace et dans ce mode-là, on va être très clair et c'est plus facile pour tout le monde de dire pour les frameworks gratuits, ils sont là, pour les frameworks payants, je passe par un marketplace. En attendant, on ne veut pas trop contaminer la partie open source. Ok, je pense qu'on va peut-être arrêter là. Merci beaucoup. Je pense probablement dans quelques semaines, on va refaire une session en anglais pour ceux qui n'ont pas pu, pour les anglophones, sur la partie française, et probablement afficher d'autres actualités d'ici là. Merci rester avec nous là pour ce soir, et puis au plaisir d'avoir de vos nouvelles et vos feedbacks sur Discord, sur LinkedIn. Merci à tous, bonne soirée.